C'était il y a 200 ans, le 5 mai 1821, mourait à Sainte-Hélène Napoléon Bonaparte à l'âge de 51 ans. Nous sommes en compagnie de Dimitri Casali, auteur d'un livre fabuleux pour le bicentenaire de la mort de l'empereur, Napoléon dans l'intimité d'un règne, publié chez Larousse. Dimitri Casali, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Napoléon naît le 15 août 1769 à Ajaccio, devenue française 15 mois jour pour jour plus tôt, avec le traité de Versailles. Il s'en est fallu de peu que Napoléon ne soit pas français. Absolument, il a failli, à un an près, il naissait génois, donc italien, et bien sûr, il n'aurait pas connu la carrière qu'il a connue, il serait resté dans l'ombre, et le génie de Napoléon n'aurait pas pu éclater. Quel est son cercle familial? Comment se passe son enfance? C'est une enfance plutôt heureuse. Il est entouré de ses 5 sœurs et ses 3 frères. Et c'est dans les rues d'Ajaccio, c'est sûr qu'il fait le coup de poing. Il est plutôt très heureux dans une ville ensoleillée. La famille Bonaparte ne roule pas sur l'or, il faut le redire. C'est une famille de très très petite noblesse, mais extrêmement pauvre. Et donc, il est plutôt heureux, comme tous les petits Corses de cette époque. Et malheureusement, quand il va être envoyé en France, malheureusement et heureusement pour la France d'ailleurs, pour rentrer à l'école militaire royale de Brienne, il va quitter le soleil d'Ajaccio pour arriver à Brienne en Champagne, sous un ciel gris terrible. Et là, il va passer 5 années dans cette école sans revoir sa famille une seule fois, vous vous rendez compte, à l'âge de 9 ans et demi. Et il arrive, il ne parle pas français. Est-ce que c'est vrai qu'il a toujours parlé français avec un accent italien? Ah oui, c'est tout à fait vrai. Moi, c'est pour ça que je le cite toujours en exemple d'intégration ou d'assimilation, aujourd'hui, on dit. Et c'est encore plus fort parce que Napoléon arrive en France à 9 ans et demi sans parler un traître mot de français. Et il est en plus élevé dans ce nationalisme corse intransigeant. Il va rester un adversaire de la France jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Mais à force de lecture de Voltaire, de Rousseau, de Corneille, de Racine, il va s'imprégner de la culture française, qui est vraiment une culture intégratrice, il faut le dire plus que jamais encore aujourd'hui. C'est par la culture qu'on intégrera toutes les banlieues. Et bien, Napoléon va devenir plus français que les Français de souche. Alors justement, vous l'avez dit, il intègre l'école royale militaire de Brienne. Il finit que 42e sur 58. Bizarre. Alors, pour quelqu'un qui est encore... C'est faux. C'est vrai. Alors c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai, Philippe, mais il y a un problème. En fait, c'est vrai que quand on dit ça, on se dit, tiens, il était vraiment très moyen. Mais ce qu'on oublie de dire, et ce que je raconte justement dans mon dernier livre, Napoléon dans l'intimité d'un règne, chez Larousse, c'est qu'en fait, ce concours de l'école militaire de Paris se présentait sur 2 années. Et lui, comme il était toujours très pressé, il a présenté en une seule année. Et il faut savoir que sur effectivement les 117 candidats qui ont été reçus, tous étaient d'origine aristocratique et venaient d'un milieu absolument favorisé. Mais qu'en fait, il y en avait pratiquement 250 qui présentaient ce concours et qui étaient, d'où l'origine de ces privilégiés nobles, étaient tellement nuls qu'ils étaient éliminé d'office. Donc Napoléon est élevé quand même dans cette revanche contre la classe des privilégiés. Alors justement, Dimitri Casali, la Révolution commence, il a 20 ans. Que fait-il pendant la Révolution? Eh bien, celle-là, c'est un tremblement de terre pour lui, et c'est là qu'il va oublier ses racines corses, puisque c'est un fan de Paoli. Il s'engage pour la liberté de la Corse, etc. Et tout. Mais là, le tremblement de terre que représente la Révolution française, il va devenir vraiment français, et il va donc prendre fait et cause pour la Révolution. Il va devenir même jacobin. C'est ce qu'oublient de dire les ennemis de Napoléon dans les polémiques actuelles, c'est que Napoléon a toute sa jeunesse a été le meilleur ami d'Augustin Robespierre, donc le frère de Robespierre, et donc est extrêmement à gauche. Alors, il fait ses premières campagnes, l'Italie, l'Égypte et la Syrie, puis c'est le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799. Magnifique coup d'État, justement, parce que Napoléon restait proche du peuple. C'est cette proximité avec le peuple, avec ses soldats en plus. Et là, le coup d'État, c'est magnifique parce que c'est un coup d'État contre ces notables, cette élite qui gouverne la France déjà très mal, du Directoire. Et la phrase de Murat est magnifique, c'est quand il dit « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ». Et c'est comme ça
qu'on devrait faire aujourd'hui. Alors, il fait nombre de réformes pour le pays, de bonnes comme le Code civil et de mauvaises comme le rétablissement de l'esclavage. En fait, il cède aux sirènes des armateurs nantais et bordelais parce que c'est vrai qu'il rétablit l'esclavage en 1802 pour des raisons purement économiques. Quand on connaît bien Napoléon et quand on lit les minutes du Conseil d'État, justement, de 1802, on s'aperçoit que le seul qui était contre ce rétablissement, c'était lui. Et ça, vraiment, ces détracteurs d'aujourd'hui devraient relire les minutes du Conseil d'État. On voit bien qu'il n'a jamais été raciste, il n'est absolument pas pour l'esclavage, mais voilà, il y a des contraintes économiques et les armateurs de Bordeaux et de Nantes sont tellement puissants qu'il fallait rétablir l'esclavage. À une époque, je le rappelle, c'est fondamental, où le monde entier pratiquait l'esclavage. Même l'Angleterre encore ne l'avait pas aboli, elle va l'abolir en 1830. Une date clé, 2 décembre 1804, il est couronné empereur, 2 décembre 1805, le soleil d'Austerlitz. Napoléon, 40 victoires d'affilée, c'est le plus grand génie militaire de tous les temps. Même Jules César, Alexandre, Hannibal n'ont pas remporté autant de victoires. C'est incroyable, il faut le dire. Et des victoires à la bataille d'Ulm, comme la rue d'Ulm à Paris, oui. C'est une bataille qui est remportée sur les Autrichiens en 1805 sans verser une seule goutte de sang, c'est-à-dire uniquement grâce à des mouvements tournants en encerclant les Autrichiens. C'est plutôt la plus belle de toutes les batailles de toute l'histoire de l'humanité, une bataille qui va remporter sans verser une goutte de sang. Et puis après, il y a nombre de campagnes en Espagne, au Portugal, ainsi qu'en Autriche. L'Empire est à son apogée en 1812. 1812, la campagne de Russie, le commencement de la fin. Eh oui, ça c'est malheureux parce que il aurait écouté Caulaincourt, il aurait écouté ses fidèles proches. Mais c'est vrai que c'est une époque terrible parce qu'il perd tous ses fidèles maréchaux comme Lannes qui meurt au combat, Lassalle, etc., qui le tutoyaient, qui le ramenaient sur terre. Et cette campagne de Russie, en fait, on sent qu'il n'avait pas envie d'y aller, mais qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est plus fort que lui, il doit absolument aller de l'avant. C'est ça qui est magnifique chez Napoléon, c'est toujours cette puissance de la volonté humaine. Schopenhauer disait que c'est la plus belle manifestation de la volonté humaine. Et c'est vrai que cette campagne de Russie va être un désastre aussi grand que la gloire napoléonienne. 95% de pertes, je crois. Alors, ce qu'on oublie de dire, c'est intéressant de savoir qu'il y a pratiquement entre 100 000 et entre 50 000 et 100 000 prisonniers français qui ne sont pas morts, qui ont été faits prisonniers et qui se sont retrouvés en fait en Sibérie et qui ont fait souche, qui ont épousé des Russes. Et donc c'est vrai qu'il faut souvent enlever 100 000 morts de moins que ce qu'on a dit. 1814, les troupes russes, prussiennes et anglaises sont à Paris. Il est exilé à l'île d'Elbe, revient pour les 100 jours. 18 juin 1815, Waterloo. Là, c'est la fin. Oui, mais avant, il y a cette évasion de l'île d'Elbe, rocambolesque, incroyable encore. On se dit, mais c'est pas possible. Il n'en finira jamais de nous épater. Il s'évade de l'île d'Elbe et reconquiert le pouvoir que Louis XVIII occupe sans tirer un seul coup de feu. Encore une fois, est-ce que vous connaissez des généraux, des maréchaux, des chefs d'État qui reprennent le pouvoir qu'ils occupaient sans tirer un coup de feu ? Voilà, Napoléon l'a fait. Il est exilé à Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821 à 17h49. Comment réagit-on en France à l'annonce de sa mort ? C'est le calme plat. C'est encore Louis XVIII qui est roi de France. En France, c'est vraiment... sa mort passe totalement inaperçue, curieusement. En fait, elle fait plus de bruit à Londres, en Angleterre, ou dans les autres pays comme la Russie, la Prusse. En France, c'est vraiment la nouvelle passe complètement inaperçue, pour la bonne raison que la légende napoléonienne n'a pas eu encore le temps de s'implanter. Et là, c'est dans les années qui vont suivre sa mort, avec la parution du mémorial de Sainte-Hélène, que pendant 50 ans, la légende de Napoléon va s'implanter en France et là, il va devenir le personnage déjà qu'il est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire le Français le plus populaire au monde. Dernière question, il nous reste à peu près une minute, pas tout à fait une minute. Que reste-t-il de Napoléon 200 ans après sa mort ? Tout. Nous, chacun que vous êtes aujourd'hui, vous portez du Napoléon en vous. Napoléon est en nous.
d'abord par ses institutions, les institutions républicaines. Ça m'amuse toujours parce que la République essaie de l'oublier à cause de cette raison. C'est lui qui les a fondées, c'est lui qui les a créées. Il a tout créé, tout fait, hein, du Conseil d'État, des préfets, la Cour des comptes, jusqu'au décret de la Comédie Française qui règle la Comédie Française aujourd'hui. Mais ensuite, effectivement, il est en nous parce qu'il nous donne l'exemple, il nous donne la force, le chemin à suivre. Et même en Pologne, quand vous voyez des footballeurs polonais qui chantent l'hymne polonais sur le terrain, eh ben, la main sur le cœur, il faut que vous sachiez qu'ils chantent gloire à Napoléon. Il nous a montré le chemin. Merci beaucoup Dimitri Casali, auteur du livre Napoléon dans l'intimité d'un règne. Il y a même des lettres de l'empereur, enfin évidemment pas originales, recopiées, manuscrites. C'est édité chez Larousse, c'était il y a 200 ans, le 5 mai 1821, mourait Napoléon, et vous allez être sur Sud Radio cette semaine. Absolument, tous les matins à 8h15 de la semaine donc du bicentenaire. Vous avez la chance de vivre ce bicentenaire, même si malheureusement on ne va pas le célébrer à la juste mesure qu'il aurait mérité, mais peut-être que ça va durer jusqu'en septembre. Et je fais donc l'actualité chaque jour commentée par Napoléon. Ce sera passionnant. Merci à vous.